مباشرة وبعد هذه الكلمات الافتتاحية والترحيبية نستعرض بمعية الزميلة مريم خليل أبرز المحطات التي يتضمنها الجزء الثاني من برنامج هذه المناظرة. Oui, Monsieur Moumed, alors nous passons à la restitution des webinaires qui ont porté sur 4 axes. Il s'agit de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation, les dispositions et modalités de mobilité. مريم ماذا بشأن المنهجية التي تم اعتمادها بشأن تحصيل الخلاصات المتعلقة بالمحاور الأربع السالفة الذكر. Oui, Monsieur Moumed, la présentation est là. Alors, il s'agit d'un processus de consultation qui s'est fait en empruntant 2 voies. La plateforme d'écoute et de consultation en ligne, les webinaires d'échange autour des 4 axes que nous venons de citer. Alors, comme date importante, le 28 septembre, date de la date d'ouverture de la plateforme d'écoute et de consultation en ligne, c'était pour exprimer clairement aux compétences marocaines du monde, votre avis nous intéresse. Et nous ne pourrions prétendre à un changement sans votre regard, votre expérience et votre collaboration. Le 30 septembre 2022, date à partir de laquelle les 3 webinaires d'échange ont eu lieu autour des 4 axes. Chère assistance, la démarche était purement basée sur l'intelligence collective et l'approche participative, en respectant les étapes suivantes. Premièrement, exploitation de la base des données du programme FinCom du CNRST, identification des panélistes et des participants, organisation des 3 webinaires par le CNRST en mode hybride, élaboration des comptes rendus des 3 webinaires et analyse des résultats, et enfin, aujourd'hui, la présentation du fruit de tout ce travail d'écoute et de co-construction avec les compétences marocaines du monde. Alors, comme chiffre important, vous étiez donc 84 participants de l'Europe pour le premier webinaire tenu le 30 septembre 2022. 87 participants du Canada, USA et Amérique latine pour le deuxième webinaire tenu le 3 octobre 2022 et 48 participants de l'Asie, Océanie, l'Afrique et le monde arabe pour le 3e webinaire tenu le 5 octobre 2022. Voilà, Monsieur Moumed, c'était pour partager avec notre chère assistance le travail qui s'est fait en amont. Qu'en est-il du premier axe dédié à l'enseignement supérieur? شكرا زميلة مريم. بالنسبة للمحور الأول فقد اختير له موضوعا التعليم العالي. في هذا الصدد يشرفنا أن نستضيف بالمنصة الأستاذ بلعيد بوغادير نائب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش المملكة المغربية مكلف بالشؤون الأكاديمية. La présentation des résultats des consultations sera faite par professeur Belaïd Bougadir, vice-président chargé des affaires académiques, Université Qadi Iyad, Marrakech. وارتباطا بمحور التعليم العالي دائما يشرفنا كذلك أن نستضيف بالمنصة مجموعة من الكفاءات من مغاربة العالم من بين الحاضرين معنا هذا اليوم، والأمر يتعلق بالسادة الدكتور عز الدين معروفي. Dr Azdin Maroufi, expert dans les énergies renouvelables et président du réseau des compétences germano-marocaines Allemagne. مرحبا أستاذ. الدكتور داود أيتقادي. Dr Daoud Aitqadi, ingénieur et professeur titulaire, faculté de sciences et génie, département de génie mécanique, Université Laval, Canada. الأستاذ إذا نستقبل الدكتور داود أيتقادي. مرحبا أستاذ الكريم، تفضل. الأستاذ فؤاد الرشيقي. Dr Fouad El-Chekri, professeur titulaire et directeur du programme de doctorat en ingénierie à l'Université du Québec, Canada. ورابع الملتحقين سيكون الأستاذ عبد الكريم حسني. Dr Abdelkrim Hasni, professeur chercheur à l'Université de Sherbrooke, Canada. مرحبا أستاذ. إذا كما أسلفنا من قبل سيتفضل الأستاذ بلعيد بوغادير مشكورا بصفته مقررا لمحور التعليم العالي وفي حدود 10 دقائق بإطلاع الحضور الكريم على الجوانب الرئيسية التي تمحور حولها النقاش خلال اللقاءات الافتراضية بالإضافة إلى الخلاصات والتوصيات التي انتهى إليها المشاركون في هذه اللقاءات. الكلمة لكم أستاذ بوغادير. شكرا جزيلا
Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II, honorable assistance. J'ai le plaisir de présenter la restitution de l'écoute consultative concernant l'axe enseignement supérieur. Commençons par bien quelques chiffres sur le système d'enseignement supérieur du Maroc, qui est structuré en 23 universités et 432 établissements. Ces 432, 157 établissements de l'enseignement privé, enseignement public, 132 établissements privés ne relevant pas des universités, 77 établissements de formation en 4 et 24 établissements relevant des universités privées, 39 établissements créés dans le cadre de partenariats et 3 universités et 3 établissements de l'université Al-Akhawaï. Ces établissements abritent plus de 1 200 000 étudiants et dans la majorité, 91% sont des étudiants dans les universités. Et ces étudiants-là sont surtout au niveau des établissements à accès libre avec 86%. 4% des étudiants sont inscrits dans les établissements de formation de cadre et 5% dans les établissements privés de l'enseignement supérieur. Eh bien, des enjeux de taille qui interpellent, commençons par le fait que le taux d'abandon il est proche de 50%, très élevé, et un taux d'encadrement moyen de 1 enseignant pour 120 étudiants, avec un taux de chômage supérieur à 18%. Ça interpelle, bien sûr, un départ massif qui aggrave la situation, surtout concernant de meilleurs profils, exemple à 2200 qui vont faire le départ à l'horizon de 2026. Aussi, faut-il annoncer qu'il y a besoin urgent de renforcer la capacité du personnel administratif. Par exemple, concernant l'enseignement à distance, seulement 3,7% des cadres administratifs, cadres techniques ont été formés à ces techniques et 28% concernant les enseignants par rapport à cette technique d'enseignement à distance. Eh bien, dans le cadre de la co-construction du pacte ISRI 2030, le dispositif d'écoute a été déjà présenté. « 410 personnes inscrites sur la plateforme, dont 222 ont renseigné le formulaire dans sa totalité. Le profil de répondants, 47% des répondants sont âgés de moins de 40 ans, avec une présence féminine appréciable, 28%, et la majorité des répondants, ce sont de l'université, mais aussi de l'entreprise et des centres de recherche. Il faut aussi noter que 65% des répondants ont accompli des études universitaires au Maroc, et heureux de marquer que plus de 88% ont exprimé une forte disposition à contribuer au développement du système de l'enseignement supérieur. Bien, quelques résultats de l'enquête en ligne. Eh bien, ça a fait ressortir de faibles performances de l'université marocaine, essentiellement en ce qui concerne l'infrastructure des équipements, le financement et aussi l'appui social aux étudiants et d'autres, alors que le profil des lauréats de l'université reste quand même moyennement acceptable. Mais tout ceci est redressable à travers notamment plusieurs techniques et plusieurs possibilités, essentiellement l'encadrement, le coaching, l'aide à l'orientation, l'aide aussi à l'intégration grâce à la mobilité et d'autres. Bien, les recommandations concernant les méthodes d'apprentissage et d'enseignement. Intégrer et valoriser l'innovation pédagogique, c'est-à-dire moderniser les méthodes d'enseignement et intégrer les nouvelles méthodes, surtout apprendre à l'étudiant comment réfléchir et ne pas comment apprendre, et intégrer
tout ce qui est processus d'analyse, de critique et d'incitation et de prise de décision essentiellement pour le promouvoir une évaluation de qualité des apprentissages qui devrait se baser sur les compétences visant métier et expertise des lauréats, aussi renforcer l'adéquation offre-emploi, et on pensait au système de formation par alternance, mais aussi à travers des stages d'immersion à l'entreprise, et pourquoi pas aussi appeler et réintégrer à travers la VAE des compétences de l'entreprise à l'université pour créer le climat et l'environnement de l'entrepreneuriat au sein de l'université par l'existence d'un modèle parmi les étudiants. Aussi, le résultat en fait, c'est de dispenser les connaissances de meilleur niveau et les adosser à une recherche scientifique de pointe. Aussi faut-il que les laboratoires précisent, s'intègrent, et c'est elles qui normalement doivent imprégner le recrutement au sein de l'université pour que le profil de recherche devrait être adéquat et l'enseignement devrait suivre. Et renforcer bien sûr des centres d'innovation pédagogique en ressources humaines qualifiées. Vous avez vu le chiffre de 3,7% qui sont formés à des techniques pareilles. Bien. Le programme et l'offre de formation impliquent davantage des experts nationaux et internationaux. Autrement dit, l'université doit s'ouvrir davantage sur l'environnement socio-économique, mais s'ouvrir aussi sur le monde, et pour impliquer les nouvelles technologies et suivre l'évolution technologique. Renforcer l'offre de formation, bien sûr, si on veut atteindre cet objectif, il faut renforcer l'enseignement en langue étrangère, essentiellement l'anglais, adopter l'offre de formation aux attentes du marché national et donner d'importance au volet pratique de la formation, développer des filières en alternance avec l'entreprise et la convergence d'intérêts international et national sur certaines thématiques. Et là, ça nous rappelle un peu le pacte national de l'émergence industrielle où on a déjà fixé les 6 métiers mondiaux, et donc on devrait travailler, c'est là il y a une certaine convergence entre ce qui est international et national. Et le changement dans la technologie, bien sûr, il faut qu'il y ait un suivi et une interaction à ce niveau-là. Méthode d'apprentissage et d'enseignement, intégrer et valoriser les... L'ouverture et l'épanouissement des étudiants, procéder à une orientation personnalisée des étudiants, dans tous les cas, choisir son métier, c'est le premier pas dans le chemin de la réussite, et donc une orientation doit être personnalisée, et pour éviter ce décrochement, et éviter aussi le décrochement au niveau de l'université, renforcer et encourager la mobilité internationale des étudiants, donc passer de la quotitelle, de la bidiplomation à la co-diplomation. Là aussi, il faut qu'il y ait la même manière d'évaluer, sinon utiliser la même communication au niveau national et international à travers l'évaluation qui est à travers le système de crédit, et aussi renforcer les compétences de nos étudiants en termes de langue étrangère, essentiellement l'anglais. Consacrer des activités para-universitaires, et c'est là où les étudiants vont développer leurs compétences personnelles, vont développer leurs soft skills. C'est là aussi à travers les associations vont développer les civic skills, et on développera la personnalité de ces étudiants qui devraient participer par la suite, de ne pas trouver de difficultés au niveau de la mobilité internationale et aussi nationale. Renforcer l'autonomie de l'étudiant et son implication dans son apprentissage. Le chiffre de 1 pour 120, un enseignant pour 120 étudiants impose que l'étudiant normalement devrait participer à sa formation, devrait s'impliquer dans sa formation, mais aussi avec ça on va développer l'autonomie de l'étudiant et passer une fois pour toutes de l'étudiant assisté et aussi de lauréat qui est très dépendant.
Ressources et renforcement des capacités, équipements et infrastructures qui est nécessaire à l'enseignement 4.0. L'infrastructure de savoir et d'apprentissage doit être alignée avec les défis de la société marocaine. Renforcer les capacités des professionnels des enseignants-chercheurs, mais aussi du corps administratif. Formation et encadrement, encourager la formation tout au long de la vie et renforcer l'infrastructure de l'encadrement des activités culturelles et sportives. Aussi, la contribution des compétences marocaines du monde, les impliquer dans le parrainage et le monitorat et dans donc la formation universitaire des jeunes porteurs de projets. La gouvernance, ça a suscité beaucoup de recommandations, beaucoup d'interventions, essentiellement donc renforcer l'autonomie de l'université, mais aussi doter l'université marocaine d'un modèle de gouvernance encourageant la créativité et l'innovation, aussi bien chez les enseignants que chez les étudiants, renforcer les compétences des décideurs sur les enjeux liés à la gouvernance, à la déontologie, l'éthique, l'évolution technologique, favoriser l'implication, comme je viens de dire, des compétences marocaines du monde en créant des comités scientifiques et des comités prospectifs à l'échelle des universités et à l'échelle du ministère, créer des statuts interactifs des postdocs et des enseignants invités, et bien sûr, sans oublier qu'il faut accélérer la digitalisation de l'université et bien d'autres recommandations très importantes. Je laisserai le soin de les développer davantage aux éminents panélistes. Merci beaucoup. شكرا للأستاذ بعيد بوبكير على هذه المداخلة التي تضمنت الحديث عن منهجية العمل، كذلك الخلاصات التي انتهى إليها المشاركون في اللقاءات الافتراضية بخصوص المحور الأول المتعلق بالتعليم العالي. نتحول هذه المرة صوب ضيوف المحور الأول بغرض الاستئناس بإفادتهم بشأن تساؤلات محددة تتعلق بهذا المحور. مريم، ماذا بشأن الأسئلة المتعلقة بهذا المحور التي سيتولى الضيوف الكرام تقديم إفادات بشأنها؟ Oui, Monsieur Moumad, alors nous passons à présent aux questions relatives à cet axe dédié à l'enseignement supérieur. Et nous allons commencer avec Dr Azdine Maroufi. Je rappelle que vous êtes président du réseau des compétences germano-marocaines, expert dans les énergies renouvelables en Allemagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez votre micro à côté? Merci de l'allumer. Juste à côté, il est juste à côté. Docteur Maroufi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais direct à la question. On n'a pas beaucoup de temps, on va dire, pour développer des idées, on va dire, qu'on pourrait discuter davantage. On va essayer de répartir également le temps pour la réponse à chaque question qui est de 5 minutes. Alors, à votre avis, quelles sont les actions que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, quelles sont les actions qu'il peut entreprendre pour mobiliser l'apport de la compétence marocaine du monde au développement de l'écosystème ESRI, que ce soit en termes de communication, de démarches administratives ou sur éventuellement d'autres points qui vous semblent essentiels? Merci. Bon, merci. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de l'invitation à participer à cette conférence. J'ai l'honneur de participer aujourd'hui à cette importante rencontre placée sous le signe de la réflexion sur la contribution des compétences des Marocains du monde au développement de l'enseignement supérieur. Je suis ici en qualité de président de réseau des compétences germano-marocains. Donc permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous donner un bref aperçu de notre réseau. Ce réseau a été créé en 2009. Nos membres, c'est environ 250, sont des experts dans les différents domaines scientifiques et techniques. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, on a à peu près 5% de nos membres sont dans l'enseignement supérieur. Dans le réseau, on a à peu près 700 compétences qui sont organisées dans le réseau. Notre travail comme réseau, puisqu'on est nombreux et on est avec des différents domaines, on a des groupes de travail
9 groupes, 9 groupes sur 9 groupes dans la médecine, groupe IT, groupe automobile, groupe énergie renouvelable et environnement, etc. Et dans ces groupes-là, on place les projets de travail en Allemagne et avec le Maroc. Les objectifs de notre réseau sont d'une part la contribution au développement durable au Maroc et en Allemagne, et d'autre part la promotion de la coopération maroco-allemande dans le domaine de l'éducation, la recherche scientifique et la formation professionnelle. Dans ce cadre, dans ce contexte, on a réalisé divers projets dans le domaine de la formation et recherche avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur. On a profité beaucoup de programmes FILCOM et aussi de programmes de la GIZ, Migration et Diaspora, pour donner des cours de courte durée dans plusieurs universités, dans les domaines que nous représentons. Et ça, c'était le premier contact avec les universités, avec les collègues marocains. Donc, c'était un programme de FILCOM et de la GIZ qui m'a donné cette occasion de faire le contact avec le Maroc. Deux autres projets qui sont importants, je voudrais les citer. Tout d'abord, la collaboration avec l'université Moulay Ismaïl de Meknès. Le DMK a initié et aussi la coordination du projet Valamar 2019 jusqu'à 2022 sur le thème recyclage des déchets agricoles, en particulier des déchets de l'industrie des huiles d'olive et margine. Ce projet de 3 ans, il est financé par le ministère fédéral de la Recherche et de l'Éducation en Allemagne, et la direction du projet, c'est par l'Institut de recherche sur la gestion de l'eau et l'avenir du développement, dont je travaille pour le moment dans cet institut. Ainsi, l'Institut de l'Université Hohenheim-Stuttgart, l'Université des sciences appliquées de Aachen. De côté marocain, on a l'Université Moulay Ismaïl et le Cours normal d'agriculture de Meknès. Ainsi, dans cette collaboration, on a aussi la contribution des entreprises marocaines et allemandes. C'est-à-dire, notre idée, c'est de développer un projet commun entre l'industrie et les entreprises. Et on a réussi à faire ce travail. En 2011, on a initié aussi l'établissement d'une filière d'études en chimie du polymère en collaboration avec l'Institut des sciences appliquées de Aachen et des entreprises allemandes. Pourquoi les entreprises allemandes? C'est pour assurer la formation pratique des étudiants. Il s'agit d'une formation pour l'obtention d'un bachelor qui est reconnue en Allemagne et au Maroc. La durée de la formation est de 3 ans, 2 ans au Maroc et 1 année de pratique en Allemagne. La langue d'étude est naturellement français et allemand. Une deuxième collaboration qu'on a réalisée, c'est avec l'École normale supérieure d'art et de métiers, l'ENSAM de Rabat. On a un partenariat entre l'ENSAM et DMK qui a été signé le 4 octobre 2019 et qui a donné lieu à plusieurs événements. L'organisation d'une conférence intitulée Transfert technologique et professionnalisation de la formation, c'était en 4 octobre 2019. Avec la participation de 120 étudiants et réception de 2 moteurs neufs de la société BMW. On a l'organisation de 2 universités d'automne. La première université, c'est en octobre 2021, sur le sujet système intelligent et nouveaux modèles de développement. Là, on a des filières qui sont participées ou contribuées à cette université d'automne. On a les énergies renouvelables, l'IT et l'automotive. La participation dans cette université d'automne était de 350 étudiants et 45 professeurs. La deuxième édition de l'université d'automne va être organisée, Inch'Allah, le 24-25 novembre 2022 sur perspective interdisciplinaire sur la santé digitale à l'université Mohamed VI des sciences de la santé.
Donc ça, ce sont un aperçu bref de quelques projets qu'on a réalisés. Pour la question de l'enseignement supérieur, je voudrais simplement mentionner un point qui est pour moi très important, c'est que la formation supérieure doit être axée sur la pratique. Ça, c'est un point très important, ce qui détermine l'intégration des diplômés dans le domaine du travail. Et les études pratiques peuvent avoir plusieurs formes, et je voudrais citer quelques-unes. L'accompagnement des études avec des stages de longue durée dans les entreprises et établissements publics. Le stage devront être une partie importante dans le curriculum des études. Ça, c'est une sorte d'avoir de pratique. Une deuxième forme, c'est la combinaison entre la formation professionnelle et les études universitaires supérieures. Ça, c'est un moyen pour valoriser la formation professionnelle. Et le troisième point, c'est la création des filières d'études en alternance, c'est-à-dire l'étudiant, il est en même temps intégré dans une entreprise ou institution publique ou privée avec un contrat de travail. Et là, je voudrais bien donner l'exemple de l'Allemagne qui a la réussite de l'industrie allemande, c'est aussi c'est grâce à cette formation pratique des étudiants et grâce à ces alternances, des études alternances. Pour le moment, en Allemagne, on a presque 2000 filières d'études en alternance avec plus de 110 000 étudiants et presque 35 000 entreprises qui participent dans ce sorte de formation. Docteur Abdelkrim Alofi, si vous pouvez vous approcher de la fin, s'il vous plaît. On a dépassé largement les 5 minutes. Merci. J'ai pensé 10 minutes, c'est pour ça que... 5 minutes, s'il vous plaît, merci. Ok, donc le point ici de la collaboration avec les entreprises, et je voudrais bien, durant cette journée, peut-être, on peut discuter quels sont les problèmes et les contraintes pour les entreprises ici au Maroc de participer activement dans l'enseignement de nos étudiants supérieurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme Marocains du monde? Je vais citer quelques points. Tout d'abord, la création des réseaux d'échange entre les scientifiques marocains résidant à l'étranger et leurs homologues au Maroc. Ces réseaux peuvent contribuer à renforcer les champs scientifiques et techniques, identifier les sujets de recherche communs et mettre en œuvre et initier et élaborer des coopérations universitaires. Encourager le transfert des connaissances et de techniques par les compétences marocaines du monde sous forme d'actions de courte durée. Troisième point, promouvoir les possibilités pour les scientifiques de l'étranger à enseigner dans les universités marocaines, à créer des réseaux scientifiques et à mener des projets de recherche de longue durée, ce qui peut faciliter le retour définitif de quelques professeurs au Maroc. Et quatrième point, amélioration de la communication avec les compétences marocaines du monde par la création d'une seule plateforme numérique accessible à tous les compétences, par la tenue des rencontres régulières avec les responsables de ministères dans les pays de compétences pour information sur le programme de ministères. Je peux dire qu'en Allemagne, on n'a pas beaucoup les moyens de s'informer directement sur les programmes qui existent dans les différents ministères au Maroc. Et je crois que la solution, c'est de déplacement des responsables dans ces pays pour rencontrer les Marocains et de prendre en considération la diversité linguistique des Marocains. Et le dernier point, c'est la reconnaissance et la valorisation du travail bénévole des compétences marocaines du monde par la participation de ces compétences dans une commission scientifique et technique stratégique. Et un point qui est très important, c'est d'avoir un comité institutionnel stratégique pour le suivi et l'évaluation des objectifs de notre travail avec les institutions marocaines. Et merci. Merci beaucoup, Dr Christine Alofi. Merci d'avoir partagé avec nous ces projets de collaboration industrie-entreprise. Et nous passons directement à notre deuxième invité. J'aimerais juste, s'il vous plaît, vous demander de répondre directement à la question, comme on n'a pas beaucoup de temps.
بالفعل حتى نتمكن من إنجاز ما هو مقرر في برنامج هذه المناظرة واحترام الحيز الزمني المرجو الالتزام فقط بالسؤال وبالحيز المخصص له وهو 5 دقائق. مشكورون ضيوفنا الكرام. ننتقل إلى الضيف الثاني الدكتور داود أيت قادي. Tout à fait, Monsieur Moumed. Docteur Daoud Aït Qadi, vous êtes ingénieur et professeur titulaire à la faculté des sciences et ingénierie Université Laval. Merci d'être parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Si c'est possible de prendre votre micro, merci. Merci infiniment. Est-ce que oui, Parfait. ça marche. Merci professeur Aït Qadi. Alors je vais aller directement à la question. Quelle est votre perception de la performance des universités publiques au Maroc en termes de gouvernance et d'image de marque? Et quels seraient selon vous les leviers d'amélioration? Bon, Je sais que c'est une mission impossible de répondre peut-être à cette question. C'est-à-dire que, en fait, moi, toute la situation au niveau de l'enseignement, de la recherche, c'est à travers l'académie que je l'apprends. Et j'ai avec des collègues qui sont engagés, qui ont développé des choses, etc. Et donc, c'est à ce niveau-là que je le vois. Maintenant, je voudrais partager un peu le parcours de ce que j'ai fait, ou le parcours que je retrouve chez beaucoup d'étudiants marocains quand j'ai l'occasion d'intervenir. C'est essentiellement de poursuivre leurs études, d'aller vers les études, etc. Et j'étais chanceux, quand j'ai terminé à l'école Mohammedia, de travailler à l'OCP. Donc c'est un pur hasard où j'ai participé donc, à la construction du Maroc Phosphore 1, donc avec mes déplacements étrangers, avec l'Allemagne, avec des choses comme ça, où décidément j'ai appris beaucoup de choses. Et parce que un des problèmes auxquels on est confronté, c'est le soutien financier. On va aller à l'étranger, on veut apprendre, etc. Et c'est compliqué. Là, je reviens un petit peu sur notre contribution pour aller directement vers les objectifs pour le faire. Donc à Laval, à l'université Laval, donc c'était des parcours, c'était juste des concours, c'est constant. Je n'ai jamais appliqué pour aucun poste au Canada. Je dis aucun. Disons, je déposais, chaque fois j'interviens, quand je faisais ma thèse de doctorat, sur des problèmes, etc., sur des sujets. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup aussi avec l'industrie, avec les grosses entreprises, par exemple comme Hydro-Québec, c'est une des grosses entreprises donc, de distribution d'électricité qui se développe. J'ai enseigné à des gens dans la centrale nucléaire tous les problèmes sur la sécurité nucléaire, sur les réacteurs, etc., parce que c'est pas n'importe qui peut intervenir là-dessus. Et j'ai travaillé également comme chercheur avec Renault Agriculture. On a commencé, c'est toujours par l'intermédiaire de jeunes Marocains que j'ai reçus, que j'ai accueillis à Québec. Et après quoi, donc ils m'ont mis en contact, on a travaillé sur tous les nouveaux véhicules, etc. À l'époque où on faisait les essais, mon domaine c'est la fiabilité du système. Et ça a été vraiment quelque chose de très important. On a travaillé également avec l'équipement moteur, donc pour ce problème. Et surtout ma contribution avec l'ISIT. Donc c'est toujours des questions de personnes. Je crois beaucoup à ça. Je ne crois pas à des structures très lourdes, très difficiles. Donc c'est des gens avec qui j'ai eu la chance d'accueillir des gens pour démarrer un programme. Et donc je me suis impliqué dans ce programme pour évidemment pour constituer, pour faire des choses, etc. Et donc, c'est des résultats qui fonctionnent très bien. Je suis ravi d'assister. Je pense qu'il y a un de mes collègues qui est ici à l'ISIT, très très fier de la présentation qu'ils ont fait dans un congrès sur le textile intelligent. J'ai donné une conférence évidemment plénière sur ces textiles où on s'intéresse évidemment essentiellement au problème de recyclage et tout ce développement durable. Comment recycler, non pas l'économie circulaire, etc., pour avancer dans ce domaine. Donc, au niveau des formations, donc à travers l'académie, ce sont des préoccupations quotidiennes. Ce questionnement, je pense, monsieur le secrétaire perpétuel l'a mentionné, il y a toujours cette préoccupation, comment transmettre les connaissances, comment accompagner les besoins, etc., pour pouvoir le faire. Nous avons affaire à de nouvelles générations, à des gens donc avec la technologie, donc l'industrie 4.0, le modèle classique d'enseignement ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus, ce modèle-là est réellement dépassé. Les gens maintenant arrivent en classe, ils comprennent beaucoup mieux. Il y a des choses, donc vous arrivez, vous ne pouvez plus, il y a 36 000 élèves. Donc c'est très important. Les gens arrivent en classe,
ils connaissent mieux que moi. J'ai enseigné le cours de développement durable. C'est un domaine qui était nouveau pour moi, où il y a beaucoup de défis, beaucoup de choses. Mais évidemment, les étudiants, j'arrivais à la dynamique de la classe, et j'avais un collègue marocain, d'origine marocaine, c'est un Français, où j'avais aussi contribué à l'implantation du génie industriel en France. C'est le premier programme de génie industriel à Marseille. Et ce monsieur, qui est un gars de Casablanca, il est décédé, ça fait 2-3 ans, il m'a dit une chose qu'à l'époque je ne comprenais pas. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Ça veut dire qu'on n'est plus là pour distribuer juste des notes de cours qu'on ne sait pas tout, ça commence, etc. Puis on reprend. Montrer aux gens comment apprendre. Et je peux vous dire que c'est un défi. Ce n'est pas évident du tout. Apprendre aux gens à apprendre. Et ça, c'est important. Là, à ce moment-là, le professeur fait l'accompagnement, fait ce travail, et ça va très bien, ça fonctionne très bien. Donc, il y a des réflexions à faire sur ces matières, des réflexions à faire également sur la façon de gérer, sur les perspectives et l'intégration de l'industrie. Donc, avec l'industrie actuelle, tout ce qu'on fait, c'est comment intégrer ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux industriels, la compétition est tellement forte qu'à chaque fois que vous avez une idée, il faut que le produit sorte dans les plus brefs délais. Donc on faisait des essais-erreurs. Actuellement, on a des technologies qui nous permettent de le faire. Même problème avec les problèmes de maintenance qui coûtent excessivement cher, il y a un domaine de recherche dans lequel je travaille, où il y a des millions de dollars donc, qui sont perdus dans ces choses-là parce que les appareils n'étaient pas conçus de la même façon. Ils n'étaient pas conçus. Avec la technologie, on peut superviser les équipements, on peut intervenir à distance, on peut assister, on peut faire ce qu'on appelle donc toute cette notion de réalité augmentée. Donc, à mon avis, ce sont ces choses-là qu'on doit beaucoup plus, modestement je le dis. دكتور عتقاد oui. لازلنا ننتظر جوابكم على السؤال. Vous êtes tellement éloigné que vous avez oublié la question de départ. Juste peut-être pour un petit peu préciser les choses, si vous permettez. Oui, nous savons que vous êtes dans des contextes où vous produisez beaucoup de choses sur le plan scientifique. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit surtout de partager avec l'assistance et puis de partager avec parce que nous avons besoin de votre regard, mais en termes concrets, ce que vous proposez. Donc directement, si je vous pose la question sur comment vous voyez l'université marocaine aujourd'hui, quels seraient les leviers de changement, directement aller vers des choses qui sont concrètes, qu'on peut retenir et qu'on peut réinvestir évidemment par la suite. Merci. Je pense porter un jugement sur une université. Je n'ai pas suffisamment de recul. Quand je parle des universités, j'ai eu la chance de travailler, comme je vous dis, à travers l'académie, à travers les choses. Évaluer des universités ou dire qu'ils font bien ou qu'ils ne font pas bien, c'est très difficile pour moi. Ce n'est pas pour porter un jugement honnête. Je n'ai pas suffisamment de connaissances. Les gens que j'ai croisés dans les industries, c'était le cas par exemple de l'ESIT, sont tous des gens qui ont de la bonne volonté. Mais il n'y a pas, nous par exemple, pour entamer des projets, donc il faut du financement. Et ce financement donc, passe par des demandes de subventions qui sont là. Et l'Académie a amorcé ce processus, je pense, pour soumettre. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Je peux indiquer les orientations, mais pas porter un jugement. Merci professeur. Merci professeur Etradier. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. شكرا للاستاذ داوود العتقادي. اذكر ضيوف الكرام على ان سيكون اليوم في النصف الثاني من هذا اليوم لقاء مع مجموعه من المسؤولين بالجامعات المغربيه وجامعيين مغاربه، وستكون فرصه سانحه لبسط مختلف التجارب وتبادل الرؤى بخصوص جميع القضايا ذات الارتباط بالشأن الجامعي. الآن نستقبل الأستاذ فؤاد الرشيقي. السؤال مهم. Tout à fait, Monsieur Mohamed. Docteur Fouad Abchekri, je rappelle que vous êtes professeur titulaire et directeur du programme de doctorat
en ingénierie à l'Université du Québec, du CAT plutôt, Canada. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on sait que vous avez commencé votre formation supérieure au Maroc et vous l'avez continuée à l'étranger. Quels sont selon vous les points forts et les points améliorés dans les enseignements et les formations en termes d'internationalisation, d'innovation et de créativité? Merci. Allez-y. Merci. Merci à vous. D'abord, je remercie les organisateurs du Pacte 2030 pour le travail, l'excellence, en particulier Madame Alani, Monsieur Elias, il y a d'autres que j'ai oubliés. Encore un grand merci aussi pour l'invitation. Effectivement, j'ai commencé mes études ici au Maroc, à Rabat, Agdal, ma première année en physique-chimie. Et le mérite revient à un professeur de secondaire, grâce à des membres. Lorsqu'on réussit, certaines questions de mathématiques nous donnent un bon. Et ça m'a poussé à aimer les mathématiques, ensuite les sciences. Pourquoi je dis ça? Parce que la pédagogie doit être au cœur de la formation. C'est très très important. Et j'ai remarqué à travers mes rencontres avec les étudiants du Maroc en particulier, soit des stagiaires ou bien au Québec ou bien ici, ils ont la nostalgie de ce que le monde arabe a réalisé en sciences. Et je me pose la question suivante. Ne serait-il pas intéressant, après la langue anglaise, d'introduire un cours sur l'histoire des sciences, de l'Antiquité grecque à l'âge d'or, des sciences arabes musulmanes? Je ferme la parenthèse. Alors, pour la question de l'internationalisation, je préfère parler d'abord de l'emploi et de l'insertion. Pourquoi? Parce que l'objectif clé des étudiants en ingénieur, c'est de travailler. C'est pas plus que ça. Et chez nous, dans la région, le taux de placement est presque 100%. J'ai même des étudiants actuellement qui font leurs études deuxième, troisième cycle, ils sont au travail. Donc, autrement dit, ça dépasse. La question se pose pourquoi et comment? La réponse est dans le plan stratégique de développement de chaque région. Chaque université a son propre plan de développement technologique qui s'aligne avec les besoins de la région au niveau socio-économique. Et le programme d'ingénierie, il s'insère dans cette philosophie-là. Si je regarde le programme d'ingénierie, il y a un volet de base sur la formation avec des manuels pragmatiques américains. Ensuite, il y a des stages industriels. Il y a des projets industriels par l'entremise d'un bureau de liaison entre le milieu et l'université. Et en plus, au laboratoire, on a du matériel de caractérisation, d'instrumentation à l'échelle réduite, mais similaire à ce que se trouve dans l'industrie. Donc l'étudiant, il est apte. Il est apte. Et si je retourne à la question de l'internationalisation, d'abord j'étais étudiant en sciences fondamentales, ensuite en sciences appliquées, et par la suite comme professeur, aussi chercheur. J'ai remarqué que les étudiants marocains, ils ont un grand potentiel théorique. Aussi pratique pour les gens qui viennent des écoles d'ingénierie. Par contre, les universités, il y a de lacunes au niveau pratique. De l'importance d'améliorer ça avec des laboratoires qui fonctionnent avec des outils compatibles à leur formation, soit génie mécanique, civil, chimique. C'est très important. Et aussi, par rapport à cette question-là, j'ai remarqué que les étudiants marocains, ils ont une flamme de réussite. Lorsqu'ils arrivent au Québec, la majorité travaille, et je connais quelques-uns qui ont créé leur propre entreprise. La flamme, elle est là, de réussir, elle est là. Donc, ça prend simplement un suivi. Et si on peut leur faire venir ici avec leur projet, c'est encore plus agréable. Mais le dernier élément par rapport à la question de l'internationalisation, c'est que la crise Covid 2019, il nous pousse à réfléchir comment retravailler l'internationalisation. Je crois que le secteur virtuel pourrait être un élément important, autant au niveau des échanges avec les étudiants, autant au niveau du programme de recherche conjoint avec nos frères marocains. Et pourquoi pas de laboratoires virtuels dans lesquels on partage l'information rapide. Les gens d'ailleurs ils ont accès, ils n'ont leur temps, et on travaille pour une vision meilleure du Maroc et rapidement. Je pense que ça pourrait être un point à réfléchir. Et si on tourne sur la question de l'innovation,
Parce que la question, c'est par rapport au niveau de l'enseignement de la formation, on ne parle pas de la recherche. Hein. Au fond, ce sont les besoins régionaux qui dictent les règles. Et nous, comme professeurs, on est un petit peu épaulés par division industrie-université. À travers ça, on a pu réaliser un laboratoire biomatériaux qui a coûté quelques millions de dollars, mais ça a été un effort de la région, des intervenants régionaux, des acteurs régionaux et le gouvernement. Et actuellement, notre objectif, c'est valoriser dans le contexte de développement durable, le contexte d'environnement qui est là, hein, il va continuer à imposer ces règles. Notre objectif, c'est valoriser les fibres et les déchets du bois ou agricole, donc des matériaux écologiques pour la construction. Et lorsque je regarde le Maroc, il a un grand potentiel par rapport à la chambre et par rapport aux déchets agricoles, etc. On peut extraire des polymères, on peut les réutiliser pour développer de nouveaux matériaux. Mais moi, je regarde ça au niveau d'enseignement. En enseignement, ce que je vois comme une opportunité, je dirais même une première, pourquoi pas créer un programme, master ou licence, sur la bioplasturgie, en éliminant le terme plasturgie classique pour la mise en forme des produits. La bioplasturgie. Autrement dit, on crée un programme dans lequel il y a une multidisciplinarité, des gens qui viennent de la chimie, des gens qui viennent des matériaux, des gens qui viennent de l'intelligence artificielle, de la modélisation, etc., pour aboutir à un produit fini avec des propriétés ciblées par l'industrie. Parce qu'il y a une interaction entre l'élaboration des matériaux, entre le design du produit et la machine qui va torturer la matière pour aboutir au produit. Et je peux aussi ajouter un autre élément qui sera intéressant. Mais rapidement, je finirai avec ça. Pourquoi pas penser à des centres, bien un centre national de matériaux écologiques pour le transport, la construction, l'énergie, loisirs et la santé, dans lequel, à l'intérieur, il y a un consortium des industriels du Maroc et des pays amis africains ou arabes qui sont là, qui dictent leurs besoins, et puis il y a les lauréats de master et de doctorat et de postdoc, ils sont formés à l'intérieur de ce centre-là, et les sorties, c'est quoi? C'est qu'on a la relève de main-d'œuvre, on a la relève au niveau de recherche et développement, et en plus, on peut développer nos propres outils de décision, en modélisation, en qualité, mat et locaux qui pourraient être transportés en Afrique et ailleurs. إذا شكرا للأستاذ فؤاد الرشيقي، ونتحول إلى آخر ضيف الرابع الأستاذ كريم حسني. مريم، السؤال. Docteur Abdelkrim Hisni, je rappelle que vous êtes professeur-chercheur à l'Université de Sherbrooke, Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur, comment appréciez-vous les performances de l'université publique marocaine au niveau de la qualité d'encadrement pédagogique et l'alignement des formations sur le besoin du marché essentiellement international? Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous. C'est clair que je n'ai pas de données probantes pour apporter un diagnostic sur l'institution marocaine, mais ma contribution serait surtout de proposer des pistes de réflexion pour permettre de positionner l'université marocaine à l'échelle internationale. Et ces pistes de réflexion s'appuient sur deux catégories d'expérience en lien avec l'enseignement supérieur. Mon parcours professionnel, où j'ai occupé des postes de responsable de programme de maîtrise et de doctorat par exemple, ou surtout dans le cadre de mes fonctions de vice-doyen à la recherche et aux enseignements supérieurs en recherche. Je faisais partie d'un groupe de travail qui a fonctionné pendant 4 ans à l'université de Sherbrooke pour refonder l'enseignement supérieur. Et ça nous a permis de voir quels sont les enjeux qui sont partagés à l'échelle internationale et de ces quelques enjeux que je vais parler dans quelques minutes. Moi aussi j'avais prévu 10 minutes, mais je vais couper. Vous m'arrêterez si jamais je déborde, mais je vais essayer de ne pas... Et la deuxième catégorie d'expérience, c'est que c'est clair que depuis que 20 ans que je suis à l'université de Sherbrooke, je n'ai jamais coupé avec l'université marocaine, puisque de façon continue, j'ai travaillé avec des collègues, soit dans le cadre d'initiatives personnelles ou dans le cadre de l'excellent programme FILCOM. Donc ça m'a amené à rencontrer des dizaines et des dizaines de chercheurs et des dizaines d'étudiants de maîtrise et de doctorat, et donc sans prétendre connaître à fond l'université marocaine, mais au moins ça me permet de doser quelques pistes de réflexion. Alors,
La première piste concerne l'encadrement, la qualité d'encadrement, qui fait partie de l'écosystème de la qualité de la formation. La qualité de la formation, on peut se poser des questions sur les cours de formation, est-ce qu'il faut faire des cours ou non, sur la pédagogie à utiliser dans la formation, ainsi de suite. Et l'encadrement, c'est, je pense, le nerf de la guerre. Ce que j'aimerais dire par rapport à l'encadrement, ce qui se dégage un peu de tendance internationale, c'est que dans le fonctionnement classique de l'encadrement, on a un étudiant, un directeur, et dans le meilleur des cas, un directeur ou un co-directeur. De plus en plus, la définition de l'encadrement est en train de s'élargir de différentes manières. La première, c'est en fait d'offrir à l'étudiant la possibilité de profiter de la diversité des expertises pour avancer dans sa recherche. Différentes modalités. La première, c'est de créer des moments, des cours, des activités pédagogiques où les étudiants peuvent présenter leurs projets au cours du parcours devant du jury pour avoir des rétroactions. Mais surtout, ce qu'on a adopté à l'Université de Sherbrooke, cette création de comités spécifiques, ce qu'on appelle soit des comités de mentorat ou des comités de suivi, qui rencontrent l'étudiant au moins une fois par année pour faire le point sur différentes questions. Différentes questions qui ne sont pas directement liées avec sa discipline de formation, des questions sur le choix d'entreprendre des études de maîtrise et de doctorat, de la planification de son parcours, des problèmes qu'il pense rencontrer dans le parcours, des modalités de s'ajuster. Bref, l'idée, c'est l'objectif est double. D'abord, permettre à l'étudiant d'être conscient du parcours de doctorat, parce que souvent, on rentre dans une maîtrise en doctorat et on sait qu'on va finir, mais on ne réfléchit pas beaucoup sur le parcours. Et le deuxième objectif, c'est de responsabiliser les étudiants et de les rendre autonomes par rapport à leur choix. Toujours sur la question de l'encadrement, j'ajouterai un deuxième point, c'est celui qu'on a constaté avec l'explosion du numérique. Souvent, les étudiants sont diminués par rapport à certaines questions, comme la recherche documentaire. J'étais surpris dans mes rencontres avec des dizaines d'étudiants qu'ils ne savent pas où rentrer pour avoir la bonne documentation par rapport à leur maîtrise ou leur thèse. Mais donc, ça nécessite des formations formelles sur l'usage du numérique, pas seulement sur la documentation, mais également sur les questions éthiques, sur les questions du plagiat, sur les questions de la propriété intellectuelle, parce que les étudiants rentrent, et puis jusqu'à quel point on peut récupérer des idées et les utiliser. Troisième élément par rapport à l'encadrement, rapidement, je le dis en vrac et je me réjouis de savoir qu'on va continuer la discussion en après-midi, c'est le positionnement des universités. Alors, le constat, c'est que les universités ne peuvent pas prétendre offrir la même qualité d'encadrement à tous les étudiants. Donc, de plus en plus, la tendance ici, c'est d'inviter les universités à élaborer leur expertise, leur marque de commerce par rapport à la recherche. Chaque université peut se démarquer, avoir une expertise spécifique. Chez nous, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est Montréal, le travail sur le vieillissement, Sherbrooke et Laval. Donc, c'est dessiner des expertises qui sont fortes, qui permettent d'attirer en même temps et les chercheurs et les étudiants de qualité pour les former davantage. Je terminerai avec le deuxième volet. Je comprends si vous le voulez, mais sinon je peux arrêter parce que le principe, c'est pas que je parle. C'est la question de l'adaptation de la formation au marché du travail. C'est une question complexe, mais si je peux partager l'expérience qu'on vit au niveau de l'Université de Sherbrooke, c'est d'offrir des formations formelles sur les compétences transversales, parce que souvent les étudiants sont formés dans deux disciplines, mais il y a une variété d'emplois qui nécessitent savoir travailler en équipe, savoir élaborer un projet et le gérer, donc il y a des connaissances qui ne peuvent pas être données dans le modèle. Et à l'Université de Sherbrooke, on a un programme qui s'appelle le Centre Compétences Plus, où on a une trentaine de cours, où les étudiants de doctorat peuvent les suivre, mais ce n'est pas pour remplacer la formation disciplinaire, mais donc des compléments à leur formation disciplinaire, et surtout pour les post-doctoraux. Donc on sort du modèle classique du post-doctorant qui est dans un laboratoire, mais les post-docs doivent suivre des formations
qui leur permettent de s'ouvrir à des compétences. Ben, ça rejoint les soft skills, mais je ne sais pas comment ils sont opérationnalisés. Juste de dire, pour terminer, que dans le contexte, nous, c'est clair que c'est des cours formels avec un nombre d'heures de présence et ainsi de suite. Et je m'arrête là et je vous remercie. شكرا لضيوفنا ضيوف المحور الاول المتعلق بالتعليم العالي. انطلقنا مع الاستاذ بالعيد بوغادير جامعه القاضي عياض من مراكش الحمراء من خلال منهجيه العمل وحصيله الخلاصات، ثم حلقنا بعد ذلك بالمانيا مرورا بكندا من خلال اجوبه تضمنت اضافات تضمنت ابناء للنقاش ذات علاقه بالمحور الاول المتعلق بالتعليم العالي. لتوسيع دائره النقاش الفرصه لمتدخل واحد بالقاعه اذا كانت هناك اضافه متدخل واحد على ان هناك متدخل ثاني عن بعد يريد كذلك تقديم اضافه ذات علاقه بالمحور الاول. اذا كان هناك متدخل بالقاعه الاسم الاستاذ والصفه. Oui, bonjour à tous. Essaïd Barka, je suis professeur universitaire à Reims Université et en même temps vice-président des relations internationales. En fait, dans la présentation, il y a quelque chose qui m'a très choqué, c'est le taux de décrochage, 50%. Mais par contre, dans les explications, j'ai pas eu de réponse à ce type de décrochage. Est-ce que cela veut dire qu'il faut revoir particulièrement, on va dire, la façon avec laquelle on enseigne? Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu la formation et l'adosser d'abord à la région ou au tissu socio-économique, et dans ce cas-là, instituer par exemple tout ce qui est enseignement et en même temps recherche, parce que ça c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des informations à ce titre? قلنا ان الامر لا يتعلق باسئله بل باضافات فقط ذات علاقه بالمحور الاول. Mais non, mais je veux dire, dans mon intervention, il y a aussi quelques commentaires. استاذ بوغادير. Bien. Le taux de décrochage, c'est vrai, c'est élevé. Et puis la problématique est tellement complexe qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ceci. Quand ce taux de décrochage est aussi très important au niveau des établissements à accès libre. Alors que c'est tellement l'inverse au niveau des établissements à accès régulé. Donc déjà, il y a un problème de sélection. Deuxièmement, c'est que dans ces établissements aussi, il y a un problème d'orientation. Quand l'étudiant arrive, il s'inscrit dans un établissement à accès ouvert et après il pensera à ce qu'il va faire par la suite. Et donc, si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'il veut, il va se chercher à s'orienter ou carrément faire un départ. D'autres choses, il y a un certain nombre d'étudiants qui arrivent à l'université et qui ont d'autres objectifs et qui sont déjà inscrits ailleurs. Donc, par exemple, dans ce qui concerne la formation des cadres, et on a l'étudiant qui est là et qui est aussi au niveau de l'université, et donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il suit précisément, est-ce qu'il est à l'université ou c'est à la formation des cadres. Et par la suite, il se décroche. Il y a un problème aussi, certains étudiants qui, par un manque au niveau de langue d'enseignement, qui a un déficit à ce niveau-là, et donc ils trouvent certaines difficultés à suivre et ils quittent. Il y a aussi le problème, donc, disons, social, qui certains étudiants aussi n'arrivent pas à l'université. Le nombre de places au niveau des cités universitaires est assez réduit, donc il ne peut pas accueillir l'ensemble des étudiants. Et après aussi, on a des établissements qui sont un peu éparpillés dans
au niveau de certaines villes et où ils n'ont pas cette possibilité d'avoir la cité universitaire. Et donc, l'environnement universitaire n'est pas présent à cet environnement-là. Et là aussi, on arrive à ce niveau de décrochage parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les moyens pour s'installer, ou ils n'ont pas les moyens auparavant pour s'installer. Donc, en plus de ceci, comme j'ai dit, il y a plusieurs facteurs, mais en fin de compte, un certain nombre d'entre eux se réorientent et on trouve par la suite, s'ils arrivent à trouver des places ailleurs, mais le taux reste très élevé dans certaines filières plus précisément. Et maintenant, on pense donc à réagir, à agir à ce niveau-là. En termes de langue, il faut renforcer les compétences linguistiques de nos étudiants. Il faut aussi gérer la transition des établissements de l'éducation nationale vers l'université. Cette transition aussi est compliquée pour certains étudiants. Et aussi penser à avoir des campus beaucoup plus grands qui regroupent l'ensemble des établissements, donc dans un environnement académique où on peut mettre les moyens à la disposition de l'ensemble des étudiants qui sont inscrits. C'est la mise en commun des moyens qui est maintenant difficile quand on a des établissements qui sont éparpillés un peu partout. Et donc, par conséquent, l'état du lieu, il est là, et les activités, donc les actions pour aller vers la solution, il est aussi au niveau de cette stratégie, cette nouvelle stratégie, c'est pour faire face à ce fléau et avoir nos étudiants. On a parlé d'orientation personnalisée. Là aussi, c'est très important et ça devrait commencer dès le départ avec un développement aussi personnel et un développement de l'étudiant pour s'intégrer facilement au niveau de l'université. Il faut aussi qu'il voit clair au niveau de la sortie, au niveau de la diplomation, de ce qu'il va faire, c'est-à-dire il doit y avoir un développement de projet professionnel de l'étudiant. Ça aussi, on travaille là-dessus. Chaque étudiant devrait avoir son projet de développement, son projet professionnel pour pouvoir, c'est ce qu'on avait fait le choix, pour pouvoir le suivre, pouvoir l'accompagner et pouvoir réussir et ne pas se retrouver dans une filière sans qu'il y ait un vrai choix et qu'il la découvre en fait au fur et à mesure qu'il est à l'université et donc par conséquent le décrochage est beaucoup plus facile quand on ne comprend pas ce qu'on veut et ce qu'on veut faire et pourquoi on est là. شكرا للاستاذ بوغادير على هذه التوضيحات. لدينا متدخل الاستاذ مدرك عن بعد دائما في اطار المحور الاول قبل ان ننتقل الى المحور الثاني. إذا أعتقد أن هناك مانع تقني كي يصل لنا صوت الأستاذ مدرك. I have a question here, please. I have a question here. So give her opportunity to talk, please. Edouard, TV du son. دكتور مدرك عمل الآن ميوت. أنت مانع صوتك. دكتور مدرك صوتك لا يصل إلى القاعة. إذا بعد تعذر تحصيل مداخلة الدكتور مدرك، مريم في المحصلة النهائية وبعد التداول في محور التعليم العالي، ما هي في رأيك أبرز الخلاصات التي توقف عندها المتدخلون سواء خلال المشاورات أو خلال النقاش التي تمت هذه اليوم بخصوص هذا المحور؟ Monsieur Mohamed, alors bien sûr on a souligné dans le premier axe l'importance de développer justement les soft skills chez les étudiants. On a parlé de l'esprit social, du sens de l'équipe et ainsi de suite. Faute de temps, on va passer directement Monsieur Mohamed à l'axe 2 qui est relatif à la recherche scientifique. Mais avant, je vous remercie
Et je remercie tous nos chers panélistes sous vos applaudissements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos interventions respectives.